Quel bilan et quelle perspective dans la coopération entre le Burkina Faso et les États membres de l'Union européenne? C'est la question qui est au centre de la 13e session de dialogue politique entre les deux parties. Dans quelques instants, vous aurez des détails de la rencontre qui s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Dans l'actualité également, nous sommes le 16 juin et c'est la journée de l'enfant africain commémorée conjointement avec le 30e anniversaire de la Charte africaine des droits de l'enfant. L'accès des enfants à un système judiciaire adapté, voici la thématique au centre de cette commémoration. Dans quelques minutes, vous entendrez le message du gouvernement et celui des enfants à l'occasion de cette journée. Actualité dans le milieu scolaire. Depuis ce matin, les candidats au BEPC, BEP et CAPA ont entamé les épreuves sportives. Ceux du lycée Nelson Mandela dans la capitale ont reçu la visite et les encouragements du ministre en charge de l'éducation nationale. L'ambiance à suivre dans cette édition. À l'international, c'est un acte de nature à faire monter davantage la tension entre les deux Corées. La Corée du Nord a procédé ce mardi à la destruction du bureau de liaison avec son voisin du Sud. Les enjeux de cet agissement de Pyongyang à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que la Chine et le Burkina Faso passent en revue les 2 années de leur coopération. L'exercice s'est déroulé ce matin entre le chef du gouvernement et l'ambassadeur de la République de Chine populaire. 2 principaux sujets ont meublé les échanges, à savoir les infrastructures et la réponse à la pandémie du Covid-19. Urbain Benito Sommet et Sanoua Christina Koulibaly. Une quarantaine de respirateurs sont attendus dans les prochaines heures à Ouagadougou pour renforcer la capacité de nos formations sanitaires. Un énième geste du gouvernement chinois envers le Burkina Faso en 2 années de reprise des relations diplomatiques. 2 ans de diplomatie agissante et active passés en revue ici avec le chef du gouvernement. Nos 2 relations amicales, fraternelles, après vraiment des grandes réalisations dans presque tous les domaines, y compris les infrastructures. On a vraiment beaucoup discuté et beaucoup partagé sur les grands projets. Et puis là, je pense qu'au niveau technique, on a quand même beaucoup de choses à faire ensemble. Au nombre des grands projets infrastructurels, la route Banfora-Sidera-Dougougawa, voire Batié, une route dont les études techniques et financières sont achevées. Et son Excellence le Premier ministre a donc insisté sur l'importance de ce projet. Il a donc demandé à l'ambassadeur de Chine donc d'être le porte-parole du gouvernement burkinabé auprès donc des autorités chinoises en vue de diligenter donc ce projet. Nous avons même insisté sur le fait que la route ne doit pas s'arrêter à Gawa, mais qu'elle doit également continuer jusqu'à Batié. En bitumage. D'autres projets d'infrastructure tels que l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso ont aussi été évoqués au cours de cette audience. Nous parlons toujours de coopération avec la 13e session du dialogue politique entre le Burkina Faso et les États membres de l'Union européenne. La rencontre a débuté ce matin dans la capitale burkinabé sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Le bilan et les perspectives de la coopération entre les 2 parties sont au programme de cette session. L'ouverture des travaux avec Souleymane Sanou et Caroline Ouari. Pour une session post-déconfinement suite à la pandémie du Covid-19, la gestion des pertes socio-économiques de la crise sanitaire vient en bonne place dans l'agenda des discussions de la rencontre. La question des élections couplées présidentielles législatives de novembre prochain, les préoccupations liées à la situation sécuritaire et la gestion de la crise humanitaire y afférente sont aussi des sujets de cette 13e session entre le Burkina, l'Union européenne et ses États membres. Ce sont toutes ces questions-là que nous allons débattre ensemble et surtout apporter des éclairages à nos partenaires qui sont les principaux partenaires du Burkina. L'Union européenne déjà en termes de dons est le premier partenaire au niveau institutionnel avec le Burkina Faso et pris individuellement, chacun des pays est très important dans la coopération. C'est vraiment
les principaux bailleurs de fonds qui sont réunis aujourd'hui ici. Cité comme premier partenaire au développement de Burkina, l'Union européenne, à travers ses contributions, aurait déjà déboursé environ 980 millions d'euros pour la prise en compte des questions liées à la promotion de la démocratie et du développement. Pour les préoccupations dites de l'heure, le partenaire se dit toujours aussi prêt à soutenir les efforts du Burkina. La coopération et les questions politiques sont, à notre avis, extrêmement liées et pour ça, nous sommes très contents que nous avons aujourd'hui, avec les collègues, mes collègues, les ambassadeurs de l'Union européenne ici présents, d'avoir ce dialogue aussi sur les questions politiques. Le dialogue politique entre le Burkina et l'Union européenne intervient dans le cadre prévu par l'accord dit de Cotonou, lequel accord, en son article 8, consolide le partenariat technique et financier entre les pays d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et l'Union européenne. Dans l'espace G5 Sahel, l'heure est à la recherche de solutions idoines pour faire face à l'impact du Covid-19 sur les économies des pays concernés. Sur le sujet, les ministres de l'économie du G5 Sahel ont échangé par visioconférence cet après-midi. Ils ont également dressé le bilan du programme d'investissement prioritaire et celui des fonds annoncés par les partenaires. Plus de détails avec Urbain Benito Somé et Olokoda. La maladie à coronavirus est venue mettre à rude épreuve les économies des pays membres du G5 Sahel, déjà fragilisées par l'insécurité avec son corollaire de déplacés internes. Un double fardeau auquel le G5 Sahel doit désormais faire face. Les ministres en charge du développement, ministres de tutelle du G5 Sahel, s'accordent ici sur la démarche à suivre pour relever ces défis sécuritaires et sanitaires. Et aujourd'hui, avec la Covid, il se trouve qu'effectivement, nous sommes encore plus touchés, et tant au niveau donc, de la mobilisation des ressources qu'au niveau même de la tenue donc, de nos performances. Et c'est pourquoi, lorsqu'on regarde d'une manière globale, on constate que cet impact-là, sur certains États, on va avoir un recul de presque 8%, au niveau en tout cas de la croissance. Quand on prend le poids des dépenses sécuritaires dans nos budgets, pour les 5 pays, nous sommes en moyenne autour de 20%, ce qui n'est pas facile pour tenir, parce que lorsque vous prenez déjà 20%, donc le reste maintenant doit servir pour les questions de développement. Promouvoir le développement dans un espace sahélien sécurisé, c'est la volonté des chefs d'État qui ont décidé de s'attaquer au sous-développement pour répondre aux besoins des populations en termes d'emploi, d'infrastructures, de transport, de sécurité alimentaire, d'école et de santé. Des projets de développement contenus dans le programme d'investissement prioritaire dont les réalisations seront ici évaluées et la mobilisation des financements annoncés par les partenaires. La BAT donc, a annoncé nous accompagner avec autour de 21,8 millions de dollars et pour les pays, les 5 pays du G5 Sahel. Vous savez qu'en décembre 2018, le G5 Sahel avait arrêté ce qu'on appelle le programme d'investissement prioritaire. Le programme d'urgence sur le Sahel. Malheureusement, on a eu des handicaps un peu par rapport non seulement aux défis sécuritaires qui ont fait que certains projets n'ont pas été, donc, dans le cadre de la mise en œuvre, accélérés comme nous avons voulu, mais nous notons quand même qu'en dépit de cela, nous avons pu faire beaucoup d'efforts de mobilisation et aujourd'hui, nous sommes autour de 400 millions de dollars qui ont été mobilisés pour accompagner les États dans le cadre de cet investissement. Les conclusions de cette réunion des ministres de tutelle du G5 Sahel seront soumises au prochain sommet des chefs d'État prévu les semaines à venir à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Prévention des conflits communautaires, les acteurs intervenant dans le domaine se concertent ici à Ouagadougou. Au centre de la réflexion, un plan d'action national couvrant la période 2020-2022. La concertation devrait aboutir à des propositions qui prennent en compte les aspirations et les sensibilités de toutes les communautés. Bernard Kombelem et Maxime Zango. De 1931 conflits communautaires en 2015, 3308 en 2018 et une courbe qui n'a cessé de grimper. Des chiffres effroyables qui ont pour conséquence l'amplification des crises humanitaires et la détérioration de la cohésion sociale dans bien de localités. C'est donc pour parer à toute éventualité qu'un mécanisme de règlement pacifique
a été créé. Nous soumettons ce matin ce projet de plan d'action aux partenaires et aux participants de susciter leur adhésion et afin que la prévention et la gestion des conflits communautaires soient une réalité dans notre pays. Nous sommes tous tout à fait disposés de rendre notre soutien à ce travail très important. Structure de veille, d'alerte, d'anticipation et de réponse aux multiples conflits, elle est composée de 5 organes supervisés par un secrétariat permanent chargé de le rendre opérationnel. Nous n'avons pas de référentiel en termes d'action à mener. Donc c'est pour cela que nous sommes là pour valider ce plan d'action qui a été élaboré par le SPO-NAPRIGEC. La présente concertation est donc destinée à susciter l'adhésion et la mobilisation de tous les acteurs afin que la prévention et la gestion des conflits communautaires soient une réalité au Faso. Autre titre de l'actualité dans ce 20h, aujourd'hui 16 juin, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du continent, commémore la journée de l'enfant africain. La commémoration placée sous le signe de l'accès des enfants à un système judiciaire adapté se tient conjointement avec le 30e anniversaire de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Occasion pour le gouvernement de faire le point des actions menées dans le sens du respect des droits de l'enfant au Burkina Faso. Jean-Hugues Bayala et Solange Digma. Assurer l'accès à une justice adaptée aux enfants dans un contexte de crise sécuritaire, c'est sous ce thème que le Burkina commémore la journée de l'enfant africain. Célébrée en mémoire au soulèvement des étudiants à Soweto en Afrique du Sud, cette journée est l'occasion pour les enfants du Burkina de montrer leur savoir-faire artistique et d'interpeller le gouvernement sur leurs préoccupations. Il s'agit de l'appui à la promotion des mesures alternatives à l'emprisonnement des enfants en conflit avec la loi, à la dynamisation des bureaux du Parlement des enfants à travers le financement de nos plans d'action. Nous allons travailler avec notre collègue de la justice et tous les acteurs judiciaires pour améliorer vraiment cette justice adaptée, pour permettre à ces enfants de ne pas basculer du mauvais côté et de pouvoir les réinsérer de manière sociale et économique. Donc c'est ça qui est la priorité. Pour joindre l'acte à la parole, le département en charge de la famille et de l'action humanitaire a remis au ministère de la Justice un bon de construction et d'équipement d'un espace socio-éducatif pour les enfants à la Marco. Et ce n'est pas tout, en la matière, les actions du gouvernement sont palpables, de quoi galvaniser les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, dans toutes les prisons du Burkina Faso, les enfants sont séparés des adultes. C'est déjà le premier point. Donc, il y a des programmes d'alphabétisation, il y a des programmes de formation professionnelle qui permettent à ces enfants d'abord de s'occuper, ce qui est fondamental, mais aussi qui leur donnent une chance de réinsertion sociale. Il y a 2 centres maintenant au niveau du Burkina Faso, ce sont les alternatives à la prison. Instituée par la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui souffle ses 30 bougies cette année, cette commémoration est une invite à la réflexion et à l'engagement de tous afin de s'attaquer aux nombreux défis auxquels sont confrontés les enfants à travers le continent. Et cette journée de commémoration est un bon prétexte pour offrir aux enfants quelques instants de loisirs. À Fada, dans la région de l'Est, les tout-petits ont l'occasion de découvrir des personnages ludiques à travers une exposition. L'initiative est de l'Association pour le développement par l'audiovisuel, la culture et la solidarité. Nous y faisons un tour dans ce reportage de presse de Kiem Touré et Aruna Mari. Muette aux yeux du profane, ces figurines de diverses formes et de couleurs différentes sont parlantes pour son concepteur. Chaque personnage est conçu et colorié à partir des chiffres et des lettres. Cette imagination créatrice de son auteur renvoie à une vision toute particulière. On peut considérer par exemple ce premier 2 là, plus ce 0 pour la date 20. Voilà, donc ensuite on a les pieds donc, qui forment le 11, donc qui renvoie à novembre. Et puis donc le second 2 et l'autre 0 renverrait donc au 20 de 2020.
Donc il renvoie à un personnage donc, de la journée mondiale de l'enfance. Économiste, gestionnaire de formation, Charles Kombari est aussi écrivain et artiste musicien. Au-delà de cette création, cet éventail de personnages est aussi une pensée pour le souvenir douloureux du massacre de Soweto. On pourrait dire une sorte d'hommage, donc pour que les gens prennent plus conscience encore de ces journées et de leur implication. Voilà, pour qu'on soit plus regardant donc, sur les droits de l'enfant. Voilà le cas de M. Kombari. Il m'a beaucoup impressionné par ce qu'il vient de nous présenter et je suis très content. L'œuvre de Charles Kombari est destinée aux enfants de tout âge, aux créateurs d'œuvres de l'esprit et aux acteurs du système éducatif. La conviction de l'auteur, l'apprentissage par le jeu est une voie royale pour parvenir à l'épanouissement de chaque enfant. Dans l'actualité de ce 16 juin également, c'est parti pour les épreuves sportives du PEPC, du PEP et du CAP au Burkina Faso. Les candidats sont à l'épreuve depuis ce matin et certains d'entre eux au niveau de Ouagadougou ont reçu la visite du ministre en charge de l'éducation nationale. À noter que le lancement des épreuves a été délocalisé pour une raison que vous allez découvrir dans ce reportage de Palais Névier et Sébastien Zongo. C'est parti pour les épreuves sportives des examens du CAP, du BEP et du BEPC. Le jeune Abdoul Rafiou, 16 ans, est candidat à ce dernier examen. Il s'applique pour obtenir le maximum de points. Au lancer de pas, j'ai lancé 10,35. Au triple saut, j'ai sauté 11,55. Mais à l'enchaînement, on ne connaît pas d'abord la note. La natation, épreuve à grand risque de contamination de Covid-19, est exclue pour cette année. Ils sont plus de 960 candidats répartis en 3 jurys, 6, 7 et 8, au lycée Nelson Mandela de Ouagadougou. On avait des appréhensions. Comme l'année était perturbée, on se disait que les enfants n'allaient pas être à la hauteur. Au regard de ce qu'on vient de faire là, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir que les enfants en tout cas, auront des notes acceptables. Le ministre en charge de l'Éducation nationale est venu encourager élèves, enseignants et encadreurs. Il félicite tous les acteurs pour le bon déroulement de ces activités sportives. Ce lancement est délocalisé au lycée Nelson à cause d'un attroupement d'élèves au lycée Philippe Zenda Kaboré. C'est un groupe d'élèves de terminale qui considèrent qu'il y a de l'acharnement contre un autre élève. Et donc, ils souhaitent donc se concerter et tout. Et cet élève est fautif là, quelle que soit la concertation, cet élève-là va être sanctionné. Maintenant, il appartient justement à l'établissement et à son conseil de discipline d'apprécier. Mais je tiens à leur dire que tous ceux qui vont tenter de perturber ces activités que nous allons reprendre, en tout cas, nous allons appliquer la loi. Nous allons être extrêmement sévères. Nous n'allons pas hésiter. Parce qu'aucun individu n'est au-dessus des autres Burkinabés. Aucun individu n'est au-dessus des lois de ce pays-là. Les épreuves écrites et orales des examens du brevet d'études du premier cycle, du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle sont prévus à partir du 14 juillet 2020. Cette question à présent, où en est-on avec le programme 40 000 logements du gouvernement burkinabé? La réponse est donnée par le secrétariat permanent de la politique nationale de logement qui annonce plus de 5 000 logements réalisés à ce jour. Des difficultés techniques et financières ont émaillé le processus selon ce qui a été dit à la conférence de presse organisée ce matin à Ouagadougou. Le point avec Paul-David Bambara et Oumou Sissi. 1700 hectares sur un total de 2000 hectares, soit 85% des terrains nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des 40 000 logements déjà mobilisés dans les différentes communes urbaines et rurales du pays. Et plus de 5100 logements sociaux et économiques réalisés dans 8 villes. Malgré ces résultats encourageants, le secrétariat permanent de la politique de logement a surmonté maintes difficultés. La première difficulté, c'est la question financière. Nous, on devait être financé au cours de 4 ans par 36 milliards. On n'a eu que 18% de ces 36 milliards. Sur la question foncière, on a connu beaucoup de difficultés. Lorsqu'on est allé pour délimiter les limites du projet, et lorsqu'on est allé trouver souvent que des promoteurs nous ont dévancés, etc. Sur le plan de la réalisation des logements, nous sommes au regret de constater que malgré tous les efforts qu'on fait, on est souvent buté devant l'incapacité technique et financière de certaines entreprises.
En dépit de toutes ces difficultés, le secrétariat permanent se dit confiant quant à l'aboutissement du programme. Nous sommes prêts à lancer la construction de logements à Fada. 50 logements, un chantier de 50 logements ont commencé immédiatement sur les 300 prévus. À Waïbia, on a un chantier de 100 logements qui va commencer aussi. À Dori, on a un chantier de 50 logements sur 300. Et à Kaya, on a un chantier de 50 logements sur 300 qui a déjà commencé. La commercialisation de tous ces logements est assurée par le Centre de gestion des cités, CGC. Le coût du logement social est à 7 500 000 francs CFA avec un acompte de 10%. Celui économique à 16 millions de francs CFA, dont 30% d'acompte. Deuxième jour de la tournée entamée par le ministre en charge de l'industrie dans quelques unités pour encourager les promoteurs. Ce mardi, le ministre Aruna Kabouré s'est rendu d'abord dans une usine de production de médicaments actuellement en construction à Komsilga. Il a poursuivi sa visite à Faso Énergie, une usine située à Kosodo et spécialisée dans la production de panneaux solaires. Le point avec Nongba Kouda et Dramandadia. Des panneaux solaires fabriqués sur place, ici à la zone industrielle de Kosodo. Les machines tournent depuis janvier 2020 et le processus de production est expliqué au ministre Aruna Kabouré. Faso Énergie bénéficie d'allègement fiscal conformément à l'esprit du nouveau code d'investissement. C'est un investissement d'environ 4 milliards qui est fait pour cette première étape. Le promoteur envisage donc aller à une deuxième étape où ils iront jusqu'à 9 milliards d'investissements. En termes d'accompagnement fiscal, c'est environ 850 millions que le gouvernement accepte effectivement donc ne pas encaisser. On veut produire local avec un certain niveau d'exigence internationale. On a des garanties sur 25 ans. Des produits locaux de qualité. C'est également la promesse faite ici au gouvernement au cours de cette visite guidée dans les locaux de Profarm, une unité pharmaceutique, toujours en chantier. On peut avoir les premiers médicaments ici autour de fin août, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas les mettre sur le marché immédiatement en fin août. Il faut bien faire un certain nombre de validations. L'État va nous accompagner pour une période de 5 ans à hauteur de 7 milliards. J'affirme et sans réserve, on maintient ce rythme dans tous les secteurs. En 2023, nous sommes un pays industrialisé. C'est donc une course contre la montre pour l'atteinte de cet objectif, celui de disposer d'un secteur industriel dynamique, créateur d'emplois et de richesses. Nous mettons à présent le cap sur les hauts bassins pour parler d'amélioration de la productivité agricole en passant par la maîtrise de l'eau. Pour y arriver, le ministère en charge de l'eau et ses partenaires multiplient les techniques innovantes, des techniques qui permettront également un meilleur accès à l'eau potable pour les populations. Le ministre de l'eau et de l'assainissement a visité quelques ouvrages dans le Kénédougou et dans le Oué. Drissa Traoré, Siriki Milogo et Kadourou Menki. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, accompagné d'une forte délégation, sur les traces des réalisations faites par le gouvernement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Ici à Banfoulagoué, dans le Kénédougou, ce sont des aménagements du forage artésien de fond qui retiennent l'attention des visiteurs. Un forage à grand débit qui de plus est artésien. Artésien, c'est-à-dire que l'eau sort toute seule, sans même qu'on ait besoin de mettre une pompe. Et ça, depuis plusieurs décennies, cette eau-là coule avec un débit moyen de 10 à 15 mètres cubes heure. Il y a un périmètre de 40 hectares qui est perçu pour être aménagé, mais pour des raisons d'enveloppe financière, c'est 25 hectares qui sont aménagés. Il y a donc un forage aménagé qui dessert actuellement 8 bonnes fontaines, mais il est prévu justement d'en augmenter la capacité jusqu'à 28. Autre lieu, autre type d'infrastructure visitée. Nous sommes cette fois-ci à Nassau, dans le Oué. Là, Ambroise Nyuga-Ouedraogo s'imprègne de l'état d'avancement des travaux du réseau d'approvisionnement de la ville de Bobo-Dioulasso en eau potable. En matière d'eau, il faut avoir une grande projection. Alors pour pallier à ça, au niveau du ministère, nous avons un programme financé par la Banque mondiale
pour une meilleure connaissance de nos ressources en eau, notamment les nappes d'eau souterraines. Les réalisations de Banfulagwe ont été financées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour ce qui est des aménagements faits à Nassau, c'est la Banque mondiale qui a assuré le financement. Dans le centre-est, d'ici à la fin du mois de juillet, le village de Luanga aura son bouli, comprenez par là sa retenue d'eau. L'ouvrage permettra aux jeunes et aux femmes de la localité de pratiquer des activités agricoles de contre-saison. Il est réalisé grâce au financement de la mine d'or de Yuga et le lancement des travaux est intervenu samedi dernier. Konsun Koulibaly et Tanga Kafandou. Dans un mois et demi, ce bas-fond sera transformé en bouli au bonheur des populations du village de Luanga dans la commune de Tenkodogo. Le premier coup de pelle a été donné par le parrain Raymond Balima pour qui ce bouli vient en récompense au sacrifice consenti par les populations du village pour fournir l'eau à la réalisation des travaux du 11 décembre dernier. Avec l'appui de la mine de Yuga et surtout le vrai parrainage, c'est le parrainage du chef de l'État qui nous a accompagnés dans ces démarches-là. Nous avons pu avoir donc la somme nécessaire, 24 500 000 francs, qui va faire donc ce bouli ici. Pour les populations qui se réjouissent déjà du futur joyau, le bouli va permettre aux jeunes et aux femmes de s'investir dans le maraîchage et de réduire le taux de l'immigration dans la zone. Nous sommes très contents aujourd'hui. Avant, nous voyagions de pays en pays à la recherche de travail. Avec la réalisation de ce bouli, nous allons nous concentrer sur le maraîchage et rester chez nous. Avant, nous les femmes, nous n'avions pas d'activité. Mais avec la construction de ce bouli, nous allons développer beaucoup de métiers et avoir des revenus pour contribuer aux dépenses de la famille. Le bouli de Luanga aura 4 mètres de profondeur et 300 mètres de longueur et l'entreprise s'active à livrer l'infrastructure avant les grandes pluies du mois d'août. Nous évoquons à présent une partie des réalisations du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. À Banfoura, dans les Cascades, le FAFPA soutient des initiatives portées par des jeunes et des femmes. Le ministre en charge de la jeunesse en a fait le constat au cours d'une visite le week-end écoulé. Lamine Karantao, Siriki Milogo et Karim Sissi. Alice Damiba, promotrice d'un centre de formation en coiffure et en coupe-couture, fait découvrir au ministre en charge de la jeunesse et à sa délégation le savoir-faire des apprenants de son centre. Un centre qui a reçu en 2019 un soutien du Fonds d'appui à la formation et à l'apprentissage. Il faut dire qu'au début, c'est une association et l'association a eu l'idée de mettre en place le centre de formation. Parce que dans l'association, nous œuvrons pour l'amélioration des conditions de vie des enfants et des filles mères en difficulté. Et quand nous avions constaté dans la ville qu'il y a le besoin de la formation, d'où est venue l'idée de mettre en place ce centre de formation. Un peu plus loin, c'est l'exemple de réussite d'une jeune dame évoluant dans l'aviculture traditionnelle qui suscite l'admiration des visiteurs, ainsi que l'engagement des jeunes en matière de production de gel et de solutions hydroalcooliques. Nous avons visité ces productions et nous l'avons accompagné avec une couveuse, des plaques solaires et tout ça, et nous l'avons encouragé à poursuivre. Cela pour montrer donc aux autres jeunes que seule la détermination paye. Il ne s'agit pas donc d'avoir des gros moyens pour pouvoir donc entreprendre donc une activité de production. Mettant en profit son séjour dans la cité du paysan noir, le ministre en charge de la jeunesse a fait un tour à Kiribidan. Là, Salifo Temtore a pu constater de visu l'état d'avancement des travaux de construction des logements sociaux du 11 décembre 2020. Actualité à l'étranger, la Corée du Nord détruit le bureau de liaison avec la Corée du Sud. L'explosion s'est produite ce mardi après quelques jours d'attaques verbales de la part de Pyongyang. C'est un agissement qui vient donc exacerber les tensions entre les deux pays. La Corée du Nord a fait exploser le bureau de liaison intercoréen.
Le message de rupture de Pyongyang à Séoul ne pouvait pas être plus clair. La confirmation est venue de ces images du ministère sud-coréen de la Défense et d'une déclaration de la télévision nord-coréenne. Cette destruction survient après des menaces proférées ce week-end par Kim Yo-jong, la sœur cadette du dictateur nord-coréen Kim Jong-un. L'explosion a eu lieu sur le territoire nord-coréen dans la zone industrielle de Kaesong. C'est sur ce site symbolique de par son histoire qu'avait été ouvert il y a moins de 2 ans un bureau de liaison transfrontalier dans la foulée du sommet Trump-Kim. Ces bureaux étaient fermés depuis janvier en raison de la pandémie de coronavirus, mais accueillaient auparavant une vingtaine de fonctionnaires des 2 pays. Les Sud-Coréens occupaient le 2e étage et les Nord-Coréens le 4e. Les rencontres avaient lieu au 3e étage. La Russie, inquiète, a appelé les 2 Corées à la retenue. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Mounira Kéré vous donne rendez-vous pour l'édition de 23h. Merci de votre fidélité à la RTB.